Merci beaucoup Claire pour votre invitation. Merci beaucoup pour me donner la parole sur un sujet qui me tient à cœur et sur lequel je travaille depuis maintenant presque 10 ans. Alors, tout d'abord, alors bonjour à tous et à toutes que malheureusement je ne peux pas voir en vrai devant moi, mais avec qui j'espère allons avoir des discussions intéressantes suite à ma petite présentation. Et merci aussi de m'avoir rappelé l'intitulé de ma thèse qui m'était un peu sorti de la tête et qui était, et je m'en rends compte à l'heure actuelle, qui était quand même pas très très sexy dans sa formulation. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire quelque chose. Vous voyez, j'ai quand même depuis 6 ans, j'ai quand même un peu progressé, j'imagine, sur les titres à travers cette conférence qu'on a intitulée ensemble Géopolitique du kebab. Le monde sur la broche. Alors non, ce n'était pas une plaisanterie entre nous. Le kebab est, malgré son omniprésence dans le paysage alimentaire des villes mondiales, en France bien sûr, en Europe bien sûr, mais pas uniquement, et on va le voir, est un sujet de recherche qui est beaucoup moins anecdotique qu'il pourrait paraître. Alors, c'est un sujet de recherche, alors c'est un objet de recherche particulièrement intéressant, puisque c'est un objet au croisement de plusieurs thématiques, de plusieurs enjeux, qui touchent à la fois le domaine culinaire stricto sensu, si je puis dire, mais aussi qui interroge, quand on décide de jeter jeter un coup de projecteur dessus, qui interroge des thématiques qui irriguent l'ensemble des sciences sociales. Alors moi, je suis de formation géographe, qui traite beaucoup des questions qui intéressent aujourd'hui les géographes, et on va en aborder certaines aujourd'hui, la question de la mondialisation, la question du rôle des cuisines dans cette mondialisation, la question de la manière dont se diffusent des pratiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sociales, qu'elles soient identitaires, comme on va le voir, la question de la relation entre les échelles, les échelles locales et l'échelle globale, les reconfigurations sociales, politiques, culturelles qui se jouent dans nos sociétés, mais qui se jouent aussi au cœur même de nos sociétés et qui se jouent jusque dans nos assiettes et dans nos réfrigérateurs et autres placards. Donc, finalement, ce que j'aimerais que vous reteniez, si vous ne deviez retenir qu'une chose, c'est de voir à quel point, en fait, l'alimentation, et le kebab est une expression parmi d'autres, pas unique, pas la seule, hein, bien entendu, mais à quel point l'alimentation, en fait, nous parle de nos sociétés, nous parle de notre rapport à l'espace, nous parle de notre rapport aux autres, et nous parle aussi des tensions, des conflits, des crispations qui peuvent avoir lieu autour de ces questionnements. Alors, en introduction, je vais aller très, très rapidement. En plus, comme je disais, ça fait 10 ans que je me pense sur le sujet, donc je pourrais en parler des heures, voire des jours. Donc, le kebab, alors j'ai volontairement choisi le terme kebab, K-E-B-A-B. On verra que ce n'est pas le seul, on verra qu'aujourd'hui, nous avons des termes comme le shawarma, comme le gyros, comme le grec, comme le doner, qui existent de par le monde, mais j'utiliserai par souci de facilité le terme kebab, qui désigne en fait cette référence à un plat de street food qu'on trouve aujourd'hui dans la plupart des métropoles mondiales, mais qu'on trouve aussi de plus en plus, et justement on évoquera ce sujet-là, dans des centres urbains plus petits, voire même dans des petites villes, voire même parfois dans certaines zones rurales ou semi-rurales. Donc, quand je parle de kebab, finalement, je parle de 3 choses. La première, je parle du plat en lui-même, que vous voyez, une de ces versions que vous voyez à gauche. Donc, ce plat, finalement, assez difficile à définir, qu'on pourrait finalement définir très très grossièrement. Je sais que la définition que je vous propose là dès à présent n'est pas suffisante, mais un plat, une sorte de sandwich composé de lamelles de viande grillée, donc débité à partir d'une broche cuisant de manière par rotation de manière verticale et servi avec une garniture dans un pain ou une galette. Alors, on verra que cette définition, finalement, elle peut poser question, puisque, de fait, c'est une définition générale, mais on verra qui ne s'adapte pas forcément à l'ensemble des configurations culinaires et sociales qui se jouent autour. Donc, première chose, un plat. Deuxième chose, un lieu, un espace.
l'espace de ces fameux restaurants qu'on a vu fleurir depuis plusieurs décennies en France, des restaurants qui d'ailleurs ont pris le terme du plat, je vais manger au kebab, donc on a une sorte, comment dire, de formalisation d'un lieu à travers le plat qu'ils vendent. On ne dit pas je vais à la pizza ou je vais au sushi. Donc on a aussi cette question du lieu qui va être très importante et notamment qui va être importante à travers son rôle dans l'espace urbain et les représentations qui lui sont associées. Et enfin, le dernier temps, c'est aussi la référence sociale, la référence politique et enfin la référence identitaire. Alors cette question, en France, elle s'est posée finalement un petit peu, enfin, notamment dans le cas du kebab, elle est un petit peu apparue dans le débat public en 2014 grâce ou à cause, on pourra en discuter après, d'un article publié par le New York Times qui justement pointait cette dimension identitaire du kebab et qui se posait la question de la manière dont ce plat, a priori anecdotique, a priori sans grande portée sociale ou représentationnelle, en fait, était une sorte de résumé, si vous voulez, de la société française et des relations que les différents groupes la constituant avaient les uns par rapport aux autres. Donc, en fait, dans ma présentation, il y aura ces trois dimensions, le plat, le lieu et l'élément, le symbole de représentation. Alors, avant de commencer, avant d'aller de rentrer, je ne vais pas rentrer in medias res dans cette question politique, mais je vais quand même en parler tout au fil de ma présentation. Le premier temps, c'est quand même de se poser la question d'où vient le kebab? Et finalement, cette question, elle semble particulièrement simple, mais elle n'est pas si évidente que ça, c'est pas aussi évident que ça d'y répondre. Alors, cette question de l'origine, de la paternité du kebab, elle est apparue assez récemment dans le débat public, si on peut dire. Bon, c'est peut-être un petit peu prétentieux de parler de débat public, mais dans la sphère médiatique, en 2009, à l'occasion de la mort de Mehmet Aygün, un immigré turc à Berlin, désigné inventeur du kebab, qui, dans les années 70, avait suivi son oncle et sa tante, eux aussi immigrés turcs, qui s'étaient installés à Berlin et qui avaient eu le trait de génie de servir un plat traditionnel turc, de le servir dans une sorte de pain allemand et donc de le transformer en sandwich portatif, Là, cette légende avait pour elle d'être assez simpliste, d'expliquer de manière simple l'arrivée de ce plat, mais elle a un petit peu posé problème quelques années après, 4 ans plus tard, puisque un autre inventeur du kebab était mort, un dénommé Kadir Nourman, lui aussi installé en Allemagne, qui lui aussi revendiquait la paternité du kebab. Et, last but not least, face à ces débats, un troisième inventeur supposé apparaissait, dénommé cette fois Nevzat Salim, donc là encore en Allemagne, dans la petite ville de Reutlingen, qui, comme vous le voyez ici sur cet article du quotidien turc Hürriyet, intitulé Almanya döner kavgası, donc la dispute en Allemagne, la dispute autour du döner a explosé, qui, photo à l'appui, revendiquait lui aussi la paternité du plat. Et enfin, puisqu'il faut être complet, et que j'ai cru comprendre qu'il y avait certains auditeurs turcs, je ne veux pas me mettre les auditeurs turcs à dos, pas du tout. Et enfin, si on regardait du côté de l'Anatolie et du côté de l'Anatolie occidentale, dans la grande ville quand même de Bursa, là encore, un restaurant, le restaurant Iskender Efendi, qui revendiquait lui aussi la paternité du kebab, et ce, par rapport à ses concurrents allemands, si je peux les qualifier ainsi, revendiquaient la paternité dès 1867, là encore, preuve à l'appui. Alors, bon, ces légendes, ce qu'on pourrait appeler ces légendes urbaines, elles sont, comme je vous le disais, elles sont assez intéressantes parce qu'elles donnent un arsenal explicatif assez simple. Elles considèrent qu'une personne aurait inventé un plat. Alors, c'est séduisant, mais malheureusement, pour quiconque a fait un petit peu d'histoire de l'alimentation, malheureusement, ces explications, toutes séduisantes qu'elles soient, sont quand même bien éloignées de la réalité.
hormis certains cas très particuliers, mais la plupart des plats qu'on mange aujourd'hui ne sont pas la création d'une personne, mais plutôt le résultat temporaire de dynamiques historiques et culinaires qui, en se croisant, ont donné lieu à des métissages, à des syncrétismes, et ont donné lieu aux plats que nous connaissons aujourd'hui, plats qui d'ailleurs seront, sans être devins, ne seront pas les mêmes dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc, si on va un petit peu plus loin, si on se drape cette fois d'un chapeau d'historien, cette fois, finalement, pour chercher les origines véritablement du plat, on a deux méthodes. On a deux méthodes qu'on peut suivre. La première, alors je vous le dis tout de suite, moi c'est les deux méthodes que j'ai suivies. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, mais peut-être qu'on pourra, si vous avez d'autres idées, je suis preneur et on pourra les évoquer lors de la discussion qui va suivre ma présentation. La première, elle est assez simple en fait. La première, c'est d'essayer de retracer l'étymologie. Donc la première méthode linguistique peut être de retracer l'étymologie du mot kebab. Alors, là encore, c'est tentant, on trouve beaucoup de choses, hein. Il suffit que vous preniez un dictionnaire étymologique où vous vous rendez compte que le mot kebab, avec un B comme Boris, vient lui-même du mot turc kebap, avec un P comme Pierre, qui lui-même est un dérivé du mot arabe kabab, qui lui-même a été formé à partir de la racine assyrienne kab, qui désigne tout type de viande grillée, et plus encore de viande, tout type de denrées alimentaires grillées. Si certains et certaines sont par exemple allés en Turquie, vous avez peut-être vu les marrons grillés, les kestane kebabı, ou d'autres, ou même parfois du peynir kebabı, c'est assez rare, mais j'avais eu la chance, donc du fromage grillé. Alors, c'est intéressant, cette option méthodologique est assez intéressante, mais le problème, c'est que il se pose un problème de fond, c'est-à-dire qu'un mot ne désigne pas, l'apparition et la diffusion d'un terme linguistique, sémantique, ne correspond pas forcément à la réalité d'une pratique. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'un mot apparaît que la pratique qu'il désigne ne lui est pas antérieure. Et si on regarde et on revient à la définition de ce qu'est un kebab, vous vous souvenez, donc de la viande grillée par rotation autour d'un axe et ensuite débitée en fines lamelles, ça, on la retrouve quand même, ce fait de manger de la viande grillée cuite sur une source de chaleur, cette technique, elle est quasiment aussi ancienne que l'humanité, aussi, alors si on voulait aller vraiment très très loin, elle remonte quasiment à la découverte et à la domestication du feu et à la cuisson par le feu. On ne va pas remonter jusqu'à ce point-là, mais on se rend compte, et moi pour travailler, comme l'a dit Claire Bourgeois en introduction, pour travailler surtout sur la Turquie et le monde turc, en prenant par exemple des dictionnaires médiévaux turcs, je pense notamment au Divani Lugati turc de Kashgar Mahmut, qui est le premier dictionnaire, un dictionnaire qui date de 1071, donc du XIe siècle, qui est le premier dictionnaire connu de la langue turque. Alors vous ne trouvez pas le terme kebab, mais vous trouvez d'autres termes, un mot qui est le terme söğüş, le terme sökülmüşü, qui désignent eux aussi finalement plus ou moins la même chose. Au fur et à mesure du temps, vous avez des mentions de pratiques quand même assez similaires à celles qu'on connaît aujourd'hui. Vous avez, durant l'âge d'or ottoman, comme je vous ai mis un exemple à droite, des miniatures qui vous montrent cette technique donc de cuisson à la broche, mais une cuisson horizontale et non verticale comme on la connaît aujourd'hui. Alors ça, je reviendrai sur cette verticalisation de la broche. Et donc, finalement, en cherchant bien, moi, à ma connaissance, peut-être certains et certaines d'entre vous m'apporteront des éléments dans la discussion supplémentaires. La première référence claire à cette technique de cuisson de la viande, moi je la trouve chez un chevalier français donc du XVe siècle, Bertrandon de la Brocquière, qui mentionne lors d'une étape qu'il effectue justement pas très loin de la ville de Boursa, qui remarque: « Et me firent les Turcs manger char rôti ce soir, qui nettoie point cuite à moitié à beaucoup, et la tranchion en rôtissant en la broche. » Donc on commence à avoir cette idée de cuisson à la broche.
Une idée qui est ensuite confirmée quelques siècles, plus d'un siècle plus tard, enfin 2 siècles plus tard même, par le voyageur ottoman Evliya Çelebi, une des références exemplaire, si vous voulez, pour qui étudie l'Empire ottoman et qui étudie la vie dans l'Empire ottoman, et qui lui aussi, lors d'un voyage en Crimée, remarque cette même technique de cuisson. Là, je vous ai mis la citation exacte. Mais bon, comme vous le voyez dans les miniatures, comme on le lit dans les références disponibles, cette technique de cuisson, elle est surtout réservée à des zones rurales, assez peu aux villes, mais avec l'urbanisation de l'Empire ottoman, avec l'importance prise par les principales villes de l'Empire, je pense à Constantinople, mais je pense aussi à Alep, je pense à Damas et au Caire ou autres, vous avez finalement cette pratique, cette cuisson qui avait lieu surtout dans les zones rurales, se développe plus ou moins vers les villes, se diffuse vers les villes, et avec leur arrivée en ville, finalement, cette cuisson qui avait lieu de manière horizontale se verticalise. Alors, cette verticalisation, pardon, elle est intéressante. Alors, moi, je n'ai pas véritablement de raison pour cette verticalisation. Je dirais, celle qui me séduit le plus, l'explication qui me séduit le plus, est celle consistant à dire que à l'époque, les villes ottomanes sont des villes avec des rues très étroites, avec beaucoup de passages. Et donc, finalement, comme vous le voyez sur les images que vous voyez là, ces petites échoppes qui se montent, le fait de verticaliser la broche permet un gain de place que la broche sous une forme horizontale ne permet pas forcément. Alors que dans les villes ottomanes, vous avez une verticalisation de la broche, la cuisson sous forme horizontale continue. Et aujourd'hui, si vous allez en Turquie, si vous allez notamment dans la région de l'Est, du nord-est de la Turquie, la région d'Erzurum, vous trouvez la même technique de cuisson qui vous donne un plat qu'on appelle aujourd'hui le cağ kebabı, qui s'est lui aussi diffusé à l'ensemble des villes turques. Donc vous avez ce double modèle qui survit. Et ce qui est intéressant pour le chercheur, c'est que vous avez en même temps que cette technique de cuisson se développe dans l'ensemble des villes, et vous avez aussi de plus en plus de mentions de la part soit des voyageurs étrangers, soit même des auteurs ottomans de ces broches qui fleurissent au coin des rues ou au bord des trottoirs. Alors là, je vous ai mis, je ne vais pas les lire avec vous, si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre à disposition le PowerPoint. Je vous ai mis une citation de Théophile Gautier, par exemple, une autre d'Aziz et d'Omergue. Et la dernière qui me semble être encore presque plus intéressante, c'est un passage tiré du Guide horaire général international illustré pour le voyageur en Orient qui date du début du XXe siècle, de 1909, et qui, donc justement, un petit guide fait à usage des voyageurs qui mentionne, alors j'ai retranscrit volontairement la même orthographe, doner kebab, qui mentionne ce plat et qui même invite certains voyageurs à le découvrir si le cœur et l'estomac leur en dit. Mais donc là, une fois que on commence déjà à avoir certaines diffusions à l'intérieur de l'Empire, mais si ce plat et cette technique étaient simplement restés à l'intérieur des frontières ottomanes, on ne serait pas là pour en parler. On ne serait pas là pour en parler parce que à la fin, dans les dernières décennies de l'Empire ottoman, ce plat, à l'image des flux migratoires qui s'engagent à la fois à l'intérieur des frontières de l'Empire, mais aussi à l'extérieur, à destination des pays étrangers, permet à ce plat de sortir de son territoire d'origine et de conquérir d'autres territoires de consommation. Alors, ces territoires, quels sont-ils ? Quelles sont les étapes de diffusion de ce plat? Alors, la première, à ma connaissance, dans le résultat de mes recherches, c'est qu'on commence à trouver des mentions du kebab dans les pays européens à peu près au tournant des années 30.
Alors là, je vous ai mis une critique gastronomique du restaurant Le Sémiramis, rue de Châteaudun, dans le 9e, restaurant qui n'existe plus depuis très longtemps. Donc, un restaurant ethnique, un restaurant, comme le dit l'auteur, dans lequel vous vous croirez transporté à Istanbul, donc à Istanbul, aux bords enchantés du Bosphore, etc. Mais c'est pas tout, hein, c'est un restaurant ethnique, puis ce sera Alger, Tunis, l'Indochine, évoqué par la cuisine. Et dans le menu, dans cette critique gastronomique du dénommé Maurice Desombiaux, vous avez, je vous l'ai mis en rouge, en bas à gauche, vous avez mention justement de ce doner kebab, ce qu'ils appellent le tournebroche de Constantinople, qui est mentionné comme un plat assez commun du restaurant que vous pouvez consommer tous les jours. Alors, les années 30, le début du succès hors de ces frontières traditionnelles, historiques, si vous voulez, du plat, comment l'expliquer? Alors, comment l'expliquer? Alors, pour le faire, et là on va vraiment se mettre dans la position du géographe, et pour expliquer cette diffusion, eh ben, on va considérer la répartition des restaurants de kebab à Paris, si je prends le cas parisien. Et en fait, cette répartition, elle est assez fascinante puisqu'elle permet, et cette carte qui, à première vue, ne paye pas de mine, en fait, permet de retracer un petit peu une partie de l'histoire migratoire de la capitale et aussi de mieux comprendre pourquoi comment le kebab est parti, grâce à qui le kebab s'est diffusé. Alors, la première chose, ces années 30, elles font suite à un événement majeur dans l'histoire de l'Empire ottoman. Premièrement, sa disparition, bien entendu, la fondation de la République de Turquie par Kemal Atatürk et ses aides, si on peut dire. Bon. Et surtout, elle fait suite à la décision de mettre en place ce qu'on a appelé le grand échange, c'est-à-dire une volonté de turquifier le nouveau territoire turc, donc de faire un échange entre les populations grecques orthodoxes, ce qu'on appelle les Roums en turc, d'Anatolie, de les envoyer en Grèce, et à l'inverse, les populations turques musulmanes de Grèce, de les faire venir en Anatolie. Alors je ne dis pas revenir ni pour l'un ni pour l'autre, hein. On était dans le cas de l'Empire ottoman, donc d'un empire multiconfessionnel, multiethnique, et finalement cette décision a été quand même très violente pour beaucoup. On parle quand même d'effectifs de plus de 600 000 personnes concernées par ce grand échange entre l'Empire ottoman et la Grèce. Quand je dis des Turcs de Grèce, certes, ils parlaient turc, mais ces Turcs, entre guillemets, de Grèce n'avaient absolument jamais mis les pieds en Turquie. Et à l'inverse, les Grecs de Turquie n'avaient jamais mis les pieds en Grèce. Donc, certains de ces Grecs qui se voient obligés de s'exiler en Grèce, certains décident de suivre la politique imposée, mais d'autres décident de ne pas aller en Grèce et de tenter leur chance plus à l'ouest, et notamment en France, où ils décident de s'installer, notamment à Paris, dans certaines grandes villes de France, Paris bien sûr, Marseille aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils s'installent, bien entendu, il y a un petit peu ce qui se passe aussi dans cette première moitié du XXe siècle, qu'on a vu un petit peu aussi après avec l'exode rural, c'est-à-dire qu'ils se spécialisent dans certains secteurs, dans certains métiers. Alors, les Grecs sont connus dans les années 30 pour travailler dans la cordonnerie, pour travailler dans la confection, mais aussi une petite partie d'entre eux ouvrent des restaurants. Pas n'importe où, des restaurants, on retrouve, je ne vous ai pas tout mis là bien sûr, mais on en retrouve beaucoup dans le centre de Paris, dans ce fameux quartier que vous connaissez tous, le quartier de la Huchette, autour de Saint-Michel. Alors ce quartier qui est toujours peuplé de restaurants proposant des kebabs. Alors les propriétaires actuels ne sont plus grecs depuis quand même plusieurs années maintenant, il en reste peut-être un ou deux maximum. Bon. Mais finalement, vous avez toujours cette espèce d'héritage de cette première vague migratoire. La seconde vague migratoire, et là je sors un petit peu simplement du territoire anatolien, cette seconde vague migratoire qui apporte ce deuxième flux de diffusion qui apporte non pas cette fois le kebab, mais le shawarma en France et à Paris, c'est l'immigration libanaise. Mais une immigration très différente.
Alors d'ailleurs, je fais une parenthèse. Je vous ai dit que le mot kebab, même le mot kebab vient du turc kebab avec un P qui lui-même vient du mot kebab. Donc le mot qu'on utilise aujourd'hui en Turquie est le kebab, donc un mot d'origine arabe. Mais à l'inverse, si vous considérez le mot arabe shawarma, utilisé dans de nombreux pays du pourtour méditerranéen, le terme arabe shawarma, en réalité, à l'inverse, est un terme turc qui vient du verbe turc çevirmek, qui signifie tourner. Donc, vous voyez, c'est assez, c'est assez cocasse de voir que les Arabes utilisent un terme d'origine turque, tandis que les Turcs utilisent un terme arabe. Et d'ailleurs, vous voyez même en Turquie fleurir désormais le terme shawarma, SCDAVURMA. Alors là, on est vraiment sur une sorte de salmigondi sémantico-culturel où des Turcs reprennent un mot arabe qui lui-même est originaire du turc. Donc, c'est un petit peu pour vous fermer la parenthèse. Donc, si je reviens sur mes Libanais, cette seconde migration, elle est particulièrement intéressante. Pourquoi elle est intéressante? Parce que les restaurants qui s'ouvrent, les restaurants qui vendent et qui proposent ce shawarma libanais ne sont pas situés du tout dans les mêmes quartiers que les Grecs et, on le verra, que les Turcs ensuite. Ils sont situés dans les quartiers plus aisés, plus bourgeois de l'ouest parisien, le 15e arrondissement, le 16e arrondissement aussi, et donc aussi dans le centre de Paris, entre le 1er, 2e, 3e, 4e, 5e arrondissement. Et ces stratégies, si vous voulez, d'installation, elles sont un petit peu différentes. Elles dépendent beaucoup de la présence du foyer libanais rue d'Ulm. Et autour de ce foyer, qui est vraiment une ressource identitaire importante pour la communauté libanaise dans les années 60-70, même encore, mais plus encore dans les années 60-70, en fait, à partir de là, se développent des stratégies commerciales. Mais si je reviens sur mes quartiers de l'Ouest parisien, c'est-à-dire que par rapport à d'autres migrations, l'immigration libanaise qui se met en place à partir des années 60-70 ne présente pas du tout le même profil. C'est-à-dire qu'on est là véritablement dans le cas de ce qu'on appelle dans les études migratoires d'élites migrantes, c'est-à-dire des élites, c'est-à-dire des migrants avec un capital beaucoup plus élevé. Alors quand je parle de capital, c'est à la fois un capital financier, bien entendu. Ils peuvent déjà au Liban, certains d'entre eux étaient assez aisés, mais aussi un capital entrepreneurial. Vous avez des réseaux commerciaux libanais qui existent déjà, qui sont préexistants, et sur lesquels ces nouveaux migrants viennent s'ajouter, si vous voulez. Et donc, vous avez un tissu commercial et des restaurants quand même d'un assez haut standing qui se montent. L'un des plus célèbres, que vous connaissez peut-être sûrement, c'est pour ceux qui sont parisiens, c'est le restaurant Noura, par exemple, qui se monte à côté de l'Étoile, qui ensuite a eu d'autres restaurants qui se sont ouverts. Mais donc vraiment une migration beaucoup plus élitiste que ces premiers Grecs qui s'étaient un petit peu installés pour fuir une situation, les Libanais aussi, mais qui avaient un capital plus important. Et enfin, les derniers, donc tous ces petits points rouges sur la carte, qui sont les migrants turcs, traditionnellement turcs. Il faudra encore ajouter une dernière vague aujourd'hui, qui sont plutôt les migrants, les entrepreneurs d'origine maghrébine. Mais ces migrants turcs, vous voyez, même s'ils sont assez dispersés dans l'espace parisien, on les retrouve quand même surtout dans les quartiers populaires du Nord et de l'Est. Alors pourquoi? Là encore, parce que la structure de la migration turque n'est pas du tout la même, en tout cas en France et en Europe, que la migration libanaise, par exemple, ou que la migration grecque. C'est-à-dire que l'immigration turque commence véritablement dans les années 60. Alors je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'immigration de personnes turques précédemment, ou même de citoyens ottomans précédemment, mais vraiment les flux importants se mettent en place à partir de 1962 notamment. 1962 qui est la date du premier accord bilatéral d'échange de travailleurs entre la France, la Turquie et l'Allemagne, suivi 2 ans plus tard par la Hollande, puis 3 ans plus tard par la France. Donc vous avez des travailleurs turcs qui émigrent, qui s'installent dans les pays européens, qui travaillent dans les entreprises françaises, belges,
hollandaises, allemandes, bon, et des ouvriers particuliers, puisque ce sont déjà des ouvriers pour une partie non négligeable d'entre eux qui sont qualifiés. C'est-à-dire que ce sont des gens, notamment, je pense aux ouvriers qui travaillent dans le secteur textile, qui travaillaient déjà dans le secteur textile en Turquie et qui s'installent en France, notamment dans les régions de l'Est, dans les filatures de l'Est de la France, qui viennent travailler aussi dans certaines usines autour de Paris, dans la banlieue parisienne ou même à Paris intramuros, et qui donc s'installe progressivement. Le problème, c'est que la désindustrialisation commence à partir des années 80, à la suite des chocs pétroliers, à la suite des orientations stratégiques et économiques des pays européens. Et donc, c'est une partie de ces Turcs, avec le pécule qu'ils ont réussi à mettre de côté en travaillant dans les usines, ils décident d'investir dans un secteur où jusqu'à présent, ils sont quand même assez invisibles, c'est celui de l'agroalimentaire. Alors, quand je dis de l'agroalimentaire, deux aspects. Le premier, l'agroalimentaire, la distribution de produits d'origine turque ou certifiés comme turcs, mais aussi la restauration, et notamment la restauration rapide et en particulier les restaurants qui proposent du doner kebab. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est assez simple. Vous n'avez pas besoin de connaissances particulières, vous n'avez pas besoin d'être formé ou d'avoir un véritable savoir-faire culinaire ou gastronomique. Il vous suffit de louer un local, d'acheter une broche, de vous mettre en rapport avec certains compatriotes qui ont ouvert des entreprises de distribution de viande, de sauce, etc. Et puis finalement, en une semaine ou deux, vous pouvez déjà vous déclarer restaurateur. Donc vous avez là encore cette troisième migration. La première a amené le gyros, le deuxième a amené le shawarma, le troisième a amené le doner kebab. Et donc vous avez tous ces dynamiques, si vous voulez, à la fois migratoires et culinaires, qui se mettent en place dans le courant du XXe siècle. Alors là, je ne parle que de l'Europe et en particulier de la France, c'est l'exemple qu'on connaît, j'imagine, tous le mieux. Si on s'intéresse par exemple au cas nord-américain, là, la diffusion du kebab se fera plutôt par les Grecs. Si ça vous intéresse, on pourra en parler après dans la discussion. Il y a un autre aspect qui m'intéresse justement dans la diffusion de ce plat, c'est comment se diffuse le plat. Et ça, c'est valable. Alors, je ne sais pas si j'ai des étudiants, si certains étudiants de master écoutent. On en a parlé ce matin lors du cours. C'est-à-dire que on se rend compte quand on s'intéresse à la géographie, à la géopolitique de l'alimentation, que quand un plat se diffuse, il se diffuse jamais véritablement sous sa forme première, si vous voulez. Et à chaque fois qu'il conquiert de nouveaux territoires de consommation, il s'adapte un petit peu ou énormément au goût, aux saveurs, aux pratiques, aux commensalités de la société dans laquelle il s'installe. Alors là, c'est ce qu'on appelle en sciences sociales les phénomènes de culinarisation. Et là, je vous en ai mis différents, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit là, ce sont des kebabs. Mais vous voyez à l'intérieur, on peut jouer sur la nature du pain. On peut jouer sur la garniture, on peut jouer sur la manière de préparer la viande, on peut jouer avec les sauces. Si on prend par exemple le kebab allemand, on se rend compte que les restaurateurs turcs en Allemagne ont intégré un condiment qui plaît beaucoup au goût allemand, c'est celui du chou fermenté. Quand vous êtes dans le cas du shawarma israélien, alors là, vous avez un syncrétisme culinaire fascinant, c'est-à-dire que vous avez à la fois l'adoption de la baguette à la française amenée par les juifs d'origine française, mais vous avez aussi l'utilisation du hamba, donc une sorte de sauce à la mangue, qui est un apport des juifs originaires d'Irak qui ont amené dans leur valise le hamba en s'installant en Israël. Un autre exemple, le tacos al pastor mexicain. Alors là, vous avez un double syncrétisme, à la fois sur la manière sur le pain choisi. Vous n'êtes plus sur du pain de blé, vous êtes sur une galette de maïs traditionnelle, historique de la culture alimentaire mexicaine, mais avec l'ajout d'une sauce à l'avocat, lui aussi un élément, un ingrédient très très commun à la cuisine mexicaine. Autre exemple, le kebab japonais, qui, alors vous le savez peut-être, les Japonais raffolent du curry, et donc si vous avez la chance d'aller au Japon et si vous avez la double chance de manger un kebab au Japon, vous avez quand même beaucoup de chances justement de manger un kebab avec une sauce curry.
Un autre exemple que vous connaissez tous, cette fameuse sauce blanche qu'on a aujourd'hui dans les restaurants français. Alors, cette sauce blanche, elle est absolument fascinante et elle exprime à elle seule, finalement, ces dynamiques de culinarisation. La sauce blanche, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en Grèce le tzatziki, c'est ce qu'on appelle en Turquie le cacık. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez une double adaptation sur place. C'est-à-dire que les restaurateurs turcs ou grecs se sont retrouvés confrontés aux mangeurs français qui ont quand même beaucoup de mal à manger de la viande dans du pain sans sauce. On aime bien la sauce. L'une des singularités, si je puis dire, de la culture culinaire française, c'est l'utilisation traditionnelle, si on veut, historique française, c'est la consommation de sauce. Et finalement, pour rendre ce plat plus acceptable envers les mangeurs français, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un plat qui est le tzatziki ou le cacık, qui est simplement un mezze ou une entrée dans les systèmes culinaires grecs ou turcs, et ils la transposent, ils font évoluer son statut à l'intérieur du repas pour le transformer en sauce. Donc vous voyez, et ça on pourrait multiplier les exemples, on pourrait parler du Sénégal, on pourrait parler des États-Unis, etc. Bon, on pourrait en parler des heures, mais c'est pour vous montrer finalement ces phénomènes, ces dynamiques de culinarisation qui s'expriment à travers l'exemple du kebab, mais pas uniquement, on pourrait faire la même chose avec d'autres plats. Tant et si bien que finalement, ce kebab, vous vous souvenez quand je vous avais dit au départ, en introduction, c'est assez compliqué de définir ce qu'est le kebab. C'est d'autant plus difficile qu'avec cette diffusion mondialisée, avec cette globalisation des goûts, des saveurs, avec ces syncrétismes, ces métissages qui se mettent en place, finalement, il est encore plus difficile de donner une définition inscrite dans le marbre, si vous voulez, du kebab. Et c'est pour ça que, personnellement, j'ai plus tendance à parler de concepts culinaires, un peu à l'image de la pizza, si vous voulez. Si je vous demandais de me donner une définition de la pizza, vous seriez bien embêté. Vous me direz que c'est un cercle de céréales sur lequel vous avez de la garniture, mais allez un petit peu plus loin, c'est pas évident. Donc, à force de diffusion, finalement, le kebab a cessé d'être un plat pour devenir une sorte de concept culinaire qui peut être, sans mauvais jeu de mots, adopté et à toutes les sauces par différents mangeurs partageant des systèmes culinaires différents. Et en se diffusant, il s'est passé autre chose au fur et à mesure. Il se passe à l'heure actuelle sous nos yeux, si c'est une thématique qui vous intéresse, une modification dans aussi la manière, la structure commerciale. Le kebab, c'est une sorte d'exception. Le secteur du kebab et le marché du kebab est une sorte d'exception, notamment en Europe, enfin surtout en Europe, où en fait, il repose surtout sur un tissu d'entrepreneurs indépendants, qui certes dépendent de réseaux et de réseaux de distribution particulièrement structurés, mais qui sont toujours indépendants. Si je vous demande en France de me citer une chaîne de kebab, vous êtes incapable de me le dire, puisque tout simplement, il n'y en a pas. Certes, il y a eu des tentatives, je pense à une chaîne qui s'était montée, qui s'appelait Nabab Kebab, qui vivote, mais qui ne s'est pas particulièrement développée. Bon, mais vous avez, hors des frontières françaises, vous avez l'apparition de nouveaux acteurs agroalimentaires, et ces acteurs, ce sont des chaînes. Je vous ai mis deux exemples, pris vraiment dans deux contextes radicalement opposés, si je puis dire. Le premier à droite, qui est l'une des nombreuses chaînes, des nombreuses franchises de kebab en Turquie, Kasap Döner, on pourrait penser à Bay Döner, à Bereket Döner, etc., etc. Vous en avez des dizaines qui se montent au fur et à mesure, et une autre qui est très intéressante, cette autre chaîne qui s'appelle Kebab Turki Babarafi, une chaîne indonésienne, mais qui s'est développée dans l'ensemble des pays de l'Asie du Sud-Est, qui a été, alors plus que le vecteur d'une diffusion large, qui a introduit véritablement le kebab dans certains pays d'Asie du Sud-Est. Qui dit diffusion géographique, alors je suis surtout géographe, donc j'ai toujours tendance quand même à me focaliser sur l'aspect spatial, mais cette diffusion, elle est aussi une diffusion sociale. Si je vous demandais, alors je ne sais pas, malheureusement, ne vous ayant pas devant moi, je ne sais pas à qui j'ai affaire, est-ce que j'ai plutôt des millénials, est-ce que j'ai plutôt de la génération X, Y, Z, des boomers, etc. Je n'en sais rien, donc je vais partir du postulat que j'ai un petit peu de tout devant moi. Bon, mais
le kebab, qu'on le veuille ou pas, traditionnellement, historiquement, il est quand même perçu. Malheureusement, il a quand même assez mauvaise presse. Il reste ce sandwich de fin de soirée qu'on mange dans un état d'ébriété assez prononcé concernant les jeunes, ou aussi brocardé pendant très longtemps pour son hygiène douteuse. À raison ou à tort, j'aurais envie de vous dire que le kebab n'est pas, que les restaurants de kebab ne sont pas plus sales que des restaurants traditionnels. Si certains ou certaines d'entre vous ont déjà travaillé dans des cuisines, dans des cuisines professionnelles, bon, toutes les règles d'hygiène ne sont, même si vous êtes dans un restaurant franco-français, vous n'êtes pas forcément à l'abri d'avoir de mauvaises surprises. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que cette image qui très longtemps a collé à la peau du kebab de plats vraiment bas de gamme, réservés soit à des étudiants désargentés, soit à des populations ouvrières, et ben, au fur et à mesure se développe et au fur et à mesure percole l'ensemble du corps social, du spectre social, et est devenu, notamment dans le cas de Paris, dans le cas des grandes métropoles européennes, une sorte de plat assez tendance. Je vous ai mis un exemple. Peut-être s'il y a des Parisiens ici, vous le connaissez, c'est le restaurant Gay Musset, Berliner Kebab, qui est situé dans le 18e arrondissement, vers Jules Geoffrin. Alors c'est assez intéressant, d'ailleurs, bon, vous voyez, on n'est pas du tout sur le même type de kebab, hein, visuellement c'est plus attirant, la qualité est quand même bien supérieure à la majorité des kebabs que vous pouvez trouver, historiques si vous voulez, que vous pouvez trouver. Mais aussi, ce qui est intéressant dans le cas de Gay Musset, c'est de voir un petit peu le profil de son fondateur, donc le jeune monsieur barbu et souriant au milieu, qui est un ancien diplômé d'HEC, de l'ESSEC, pardon, et qui a compris en fait que le secteur du kebab, bah, c'était un secteur, ça pouvait être un secteur porteur, et qui donc s'est engouffré dedans, a ouvert son petit restaurant que vous voyez derrière, hein, vous pouvez même pas vous asseoir, qui a un succès absolument faramineux, et qui participe à diffuser finalement ce kebab vers différents types de consommateurs. Et bon, exemple extrême, si vous voulez, de cette diffusion à l'intérieur du spectre social, alors, cette assiette qui, pour être honnête, à mon sens, ne ressemble pas quand même à grand-chose, mais c'est la réinterprétation du kebab par le chef Thierry Marx. Alors, si vous connaissez, si vous regardez un petit peu la télévision ou les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas ignorer qui est Thierry Marx. C'est l'un des chefs français les plus célèbres, les plus médiatiques, et qui aussi très, très marketé, et qui en fait a travaillé beaucoup pour réinterpréter certains plats de l'alimentation de rue, de la street food, et notamment le kebab qu'il proposait dans son restaurant étoilé. Alors je me trompe tout le temps dans le nom, donc je ne vais pas lui donner le bâton la broche, si je vais faire filer la comparaison, pour me faire battre. Et enfin, ce dernier temps, donc vous avez bien compris, alors, cette diffusion, on peut l'envisager. Vous voyez, quand je vous montre ce monsieur, ce diplômé de l'ESSEC, souriant avec ses deux employés d'origine afghane. D'ailleurs, il les met énormément en scène sur les réseaux sociaux. Vous avez une sorte d'image assez valorisante, positive, d'une diversité qui est à la fois une diversité culinaire, mais aussi une diversité, si vous voulez, ethnique, une sorte d'image d'une mondialisation joyeuse, enrichissante et enrichissante. Mais face à ce discours, qui est d'ailleurs très largement partagé dans le spectre médiatique, vous avez un discours assez discordant. Et c'est ce dernier temps que je voudrais aborder avec vous. Donc le kebab politique, j'aime beaucoup cette image d'Angela Merkel tranchant la broche devant un parterre riant. Et donc, dans ce paradis, si vous voulez, de la multiethnique et multiculturelle, on a entendu, à partir notamment en France de 2015, des voix discordantes. Et Claire Bourgeois en parlait dans son introduction. La première, qui a un petit peu mis un coup de projecteur sur un discours contraire, c'est celle de Robert Ménard. Alors Robert Ménard, vous le connaissez tous, ancien journaliste, ancien président de Reporters sans frontières, si je ne m'abuse, élu maire de Béziers en 2015, sur des positions très conservatrices, et qui
annonce, alors là je vous ai même mis dans le bandeau la date, donc le 30 octobre 2015, peut-être quelques jours précédemment, au mois d'octobre 2015, qui annonce qu'il va interdire l'ouverture de nouveaux restaurants de kebab dans le centre-ville de Béziers, en invoquant l'idée, en invoquant le fait que d'une part, ces restaurants sont crée des nuisances particulières, du bruit, des odeurs, etc. On retrouve le bruit et l'odeur de Jacques Chirac, mais mis en pratique, si vous voulez, dans le cas biterrois, mais aussi, mais surtout, l'argument invoqué est une volonté de protéger le patrimoine architectural du centre-ville de Béziers. Alors, très rapidement, le jeton a été mis dans la machine et donc un concert de critiques se met en place autour de cette décision de Robert Ménard, l'accusant de xénophobie, l'accusant de racisme et l'accusant de stigmatiser les populations immigrées du centre-ville de Béziers. Alors, Robert Ménard, si on regarde un petit peu, si on ouvre un petit peu la focale d'analyse, il n'est pas le premier. Certes, il a fait un très bon coup de com', mais il n'est pas le premier à avoir pris des mesures contre l'installation de restaurants de kebab dans le centre-ville, dans les centres-villes. Plusieurs villes italiennes, alors je vous ai mis une liste là, Forte dei Marmi, Padoue, Capriate, Lucca, Vérone, avaient eux aussi décidé d'empêcher la création de nouveaux restaurants. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière ces décisions, il faut un petit peu retracer, si vous voulez, la chronologie de ces décisions. Dans le cas des villes italiennes, on avance qu'elles interdisent toute nourriture ethnique. Ce discours interdisant toute nourriture ethnique, je cite, est en fait une sorte de réécriture de la décision de départ qui était véritablement d'interdire les restaurants de kebab. Alors, la question qu'on se pose, et finalement la réponse est assez évidente, c'est pourquoi les restaurants de kebab? Et finalement, alors là, je vais pas vous dire, je me suis amusé puisque c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup, donc j'ai été amené à consulter, à fréquenter énormément de forums, allez, on va dire réactionnaires, appelez ça patriotes d'extrême droite, appelez ça comme vous voulez. Et finalement, le kebab, qu'on le veuille ou pas, est devenu pour ces militants, pour ces activistes, l'expression, si vous voulez, culinaire, l'expression dans le paysage urbain de ce que qualifie de grand remplacement, donc cette idée d'une islamisation des sociétés européennes, et donc le kebab serait, à les en croire, l'expression justement de ce fameux grand remplacement. Donc, Robert Ménard était en même temps très content, il a fait un coup de buzz. Je suis allé à Béziers il n'y a pas longtemps, avant le confinement, il y a toujours des vendeurs de kebab dans le centre-ville. Si on est dans une optique très urbaniste, la question est moins de se poser, la question de la présence de vendeurs de kebab dans le centre-ville de Béziers est moins s'explique moins par justement la volonté d'immigrer, de s'installer et de prendre, de prendre possession du centre-ville, que la décision des municipalités précédentes d'ouvrir 2 centres commerciaux en périphérie de la ville et donc de créer une sorte d'abandon du centre-ville. Là, je ferme la parenthèse. Mais bon, en 2015, on a eu ça, et il y a quelques mois, donc au mois de mai 2019, Benoît Hamon remet, je vais utiliser la même expression que ma grand-mère, une pièce dans le Lorrain, se rend à Béziers et ne trouve rien de mieux que de tweeter. Et voilà, donc spécial, je vous ai mis les échanges de tweets, qui volent quand même pas très haut. Spécial dédicace en direct du meilleur kebab de Béziers à Robert Ménard, Éric Zemmour, etc. Vive la diversité culinaire, vive la diversité culturelle, vive la diversité. Et réponse de Robert Ménard, pour Benoît Hamon, être rebelle, c'est manger un kebab à Béziers, qu'il s'offre un saucisson pinard à Raqqa, et après, on en reparle. Bon, le débat volait quand même pas très haut, mais il a, qu'on le veuille ou pas, remis, si c'est encore nécessaire, le kebab sous le feu des projecteurs et sa dimension politique sous le feu des projecteurs. Alors, Robert Ménard n'était pas le seul, Benoît Hamon. Et là, ce qui est assez intéressant dans ces saillies, à la fois de l'ancien candidat socialiste et du maire de Béziers, c'est finalement cette opposition entre 2 visions du monde, entre 2 visions de ce que peut être et de ce que doit être la société française, que j'évoquais précédemment. Mais ce kebab, pour vous donner d'autres exemples, il a été brocardé dans différentes
à différentes occasions, si on peut dire. Alors là, je vous en ai mis une. Bon, le slogan parle de lui-même. Je crois que j'ai pas besoin de beaucoup commenter. Hein. Ni kebab, ni burger, vive le jambon beurre. Une action qui avait été menée par un groupe proche du mouvement identitaire lors du salon de l'agriculture. Et d'ailleurs, ce kebab est quasiment devenu une sorte d'enjeu politique. Bon, vous le voyez, c'est cette photo que j'ai trouvée sur Internet en préparant la conférence m'a assez fait rire, où justement un militant allemand avec Kartoffeln, donc les pommes de terre, et le Döner, donc une sorte le Döner devenu un nouvel emblème, si vous voulez, à la fois soit d'une société multiculturelle, soit d'un autre côté d'une menace islamique à combattre par tous les moyens. Et quand je dis par tous les moyens, malheureusement, même les plus radicaux, puisque vous en avez peut-être entendu parler, c'était l'année dernière, dans une ville allemande, je crois que c'est Berlin, mais là, le nom de la ville m'échappe, où vous avez eu une fusillade, là encore, d'un militant d'extrême droite envers un restaurant de kebab et qui a malheureusement provoqué la mort de 3 ou 4 personnes, si je ne m'abuse. Et là encore, au même motif invoqué que ce restaurant était, si vous voulez, la face immergée d'une islamisation des sociétés européennes. Donc, voilà pour vous montrer un petit peu les différentes strates de lecture, si vous voulez, de ce plat a priori anecdotique, mais qui, j'espère, a perdu cette dimension anecdotique et vous a peut-être, là encore, il nous reste un peu de temps pour la discussion, amener des questions, pas uniquement sur le kebab, mais aussi peut-être sur l'alimentation en règle générale, etc. Donc, je vous remercie et maintenant, je crois que j'ai assez parlé. Je donne la parole à Madame la directrice. Merci beaucoup, Pierre. Je pense que personne dorénavant ne mangera un kebab de la même façon. Pierre, j'ai oublié de dire tout à l'heure que vous avez publié un ouvrage qui s'intitule Atlas de l'alimentation, qui a été publié en 2018 avec Gilles Fumet, qui est aux éditions... Merci. Et puis que vous avez un autre ouvrage en préparation sur la géopolitique de l'alimentation et qui va être publié en début 2021 au Cavalier Bleu. Voilà. Alors, on n'a pas encore beaucoup de questions, donc peut-être que tu as été tellement complet que les gens n'ont pas de questions. Il y en a une quand même qui paraît évidente, c'est quelle est pour toi la meilleure adresse de kebab sur Paris ? Alors ça, c'est l'éternelle question. Alors, je vais peut-être vous faire rire, mais je ne mange plus jamais de kebab. À force de l'étudier, j'ai une sorte de répulsion pour le kebab sous toutes ses formes. Donc, je suis un très mauvais guide. J'avais l'habitude... Alors, j'aurais envie de vous dire que finalement, le meilleur kebab, c'est très souvent celui que vous avez à côté de chez vous. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, et ça je ne l'ai pas évoqué parce que bon, malheureusement on était pris par le temps, mais c'est que le restaurant de kebab est à mon sens l'un des derniers lieux alimentaires de restauration où vous pouvez véritablement créer un lien avec, de restauration rapide, plus précisément, dans lequel vous pouvez créer un lien avec le propriétaire ou avec les vendeurs. Alors pourquoi? Parce que, ça je ne l'ai pas évoqué, mais c'est quelque chose de très important quand on s'intéresse à ce type de restaurant, c'est que ces lieux sont ce que j'appelle l'empire des sens. Alors, rien d'érotique dans mon propos, mais c'est simplement que vous avez toute une mise en scène du lieu qui, élaborée par les propriétaires et qui finalement nous fait nous sentir dans un territoire approprié. Alors, c'est assez intéressant, et d'ailleurs, j'ai pas mal travaillé là-dessus, de voir un petit peu tous les signes, si on fait un peu de sémiologie, tous les signes qui passent à travers la décoration. Alors, vous avez, il faut savoir les décrypter, bien sûr, mais alors vous avez
vous pouvez simplement rentrer, en rentrant dans un kebab, ça j'arrive simplement surtout à le faire avec les propriétaires turcs, vous savez à peu près le positionnement politique de la personne, le positionnement culturel. Si vous avez un portrait d'Atatürk, vous savez que vous êtes plutôt chez un propriétaire kémaliste. Si vous avez, comment dire, certaines inscriptions du nom d'Allah, donc vous savez que vous êtes chez un propriétaire plus religieux. Chose très importante, les photos qui sont au mur, vous pouvez deviner un petit peu d'où est originaire le propriétaire. L'appartenance géographique est particulièrement importante dans les processus d'identification individuelle et collective en Turquie, ainsi que le football. Vous pouvez deviner à qui vous avez affaire à travers la petite écharpe de Galatasaray, le petit portrait d'un joueur de Fenerbahçe ou de Beşiktaş ou autre. Donc vous avez finalement, et l'appartenance là aussi au foot, un club de foot au procédé d'identification individuelle et collective. Donc vous avez tout un ensemble de signes comme ça qui se met en place et qui vous fait vous sentir bien ou au contraire qui vous fait un petit peu partir. Mais si vous me demandez, moi dans ma vie, quel est le meilleur kebab que j'ai mangé, bah, c'était un kebab dans une petite ville au fin fond de la Turquie qui s'appelle Bulancak. C'était une expérience incroyable. Je crois que les mots ne suffiront pas, ne suffisent pas à exprimer tout ce que j'ai ressenti. Donc à Paris, je suis très mauvais. Je vous conseille pas. J'aurais trop peur de vous induire en erreur. Parfait, merci Pierre. Alors beaucoup de remerciements pour cette présentation passionnante. Et une question. Alors les questions commencent à arriver. Il y en a une. Est-ce qu'il y a une utilisation de cette spécialité culinaire par Erdogan? Par Erdogan, non. Mais par contre, si vous vous... alors je réfléchis. Non, pas forcément. Pas forcément. La cuisine n'est pas, à ma connaissance, n'est pas encore un terreau d'affirmation politique pour le gouvernement. Pas vraiment. Certes, elle peut être convoquée pour valoriser le pays, pour promouvoir même le pays, mais à ma connaissance, non, ce n'est pas du tout un objet de quoi que ce soit, un vecteur d'un message politique quelconque, et encore moins le kebab. Alors, il y a d'autres questions. D'autres plats ou produits culinaires ont-ils la même influence dans le monde? Oui, bien sûr, énormément. Enfin, la liste serait trop longue si on pourrait penser au burger. On pourrait penser à la pizza, on pourrait penser au sushi. Ce matin, j'ai eu un excellent exposé de mes étudiants sur le sushi. Je ne sais pas si certains ou certaines sont là, donc ils pourront en parler maintenant mieux que moi. Finalement, énormément de plats de ce qu'on appelle la street food. Et ce qui est très intéressant quand on s'intéresse à la street food, c'est qu'on s'intéresse à ce qu'un sociologue qui s'appelle Michel Peraldi a appelé la mondialisation par le bas. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement sur la diffusion de modèles provenant d'acteurs institutionnels ou d'acteurs économiques de premier plan. On est sur une mondialisation qui se fait d'une personne à une autre, qui se fait par la diffusion de codes, de pratiques, de commensalité. Donc, une diffusion assez difficile à quantifier, assez difficile à évaluer, mais dont on voit un petit peu les résultats simplement en sortant de chez nous, quoi. Donc, pour revenir à la question tout à l'heure sur Erdogan, vous ne pensez pas que la Turquie utilise les kebabs comme moyen d'influence politique? Alors, ça dépend en fait où on se place. Est-ce qu'il y a une véritable politique impulsée par Ankara reposant sur les restaurants turcs ou autres? Je ne pense pas. Ensuite, j'en suis même quasiment certain. Ensuite, que certains restaurateurs individuellement apportent leur soutien à Recep Tayyip Erdogan et au gouvernement actuel, ça c'est tout à fait possible. Mais là, on relève du positionnement privé et pas du tout d'une politique instituée ou institutionnalisée. Mais après, il est vrai, si on veut vraiment aller par là, il est vrai que
alors j'aime pas trop le terme de communauté, mais disons, la diaspora turque est particulièrement importante aussi dans les stratégies politiques et les stratégies diplomatiques de la Turquie. Erdogan, mais avant aussi. Ça date pas de l'arrivée au pouvoir de l'AKP, mais c'est vrai qu'elle joue un rôle important. On le voit par exemple dans le rapport entre l'Allemagne et la Turquie, où c'est vrai que Angela Merkel fait quand même très attention avant de prendre des décisions quand la Turquie est impliquée. Parce qu'il est vrai qu'en Allemagne, eh ben, il y a quand même plus de 2,5 millions de personnes d'origine turque ou d'origine turque. Et quand on regarde les résultats électoraux, une bonne partie des votants, donc des Allemands ou des Turcs habitant en Allemagne qui peuvent voter en Turquie, c'est vrai, adressent leur voix au parti du président. Une question d'Edgar. Dans le film de Lajli, Les Misérables, l'imam est le tenancier du kebab. Il y montre un personnage complexe et nuancé qui promeut tout de même l'islam dans sa cité. Certes, le film est une fiction, mais que pensez-vous des dynamiques que soulève cette mise en scène, faisant du kebab le centre spirituel de sa cité? Y a-t-il un lien quelconque ou est-ce une fabulation? Alors, Edgar, déjà, je remercie, si c'est le même Edgar, je le remercie pour ce matin pour l'exposé sur le sushi. Je crois que c'est le même Edgar. Voilà, et puis ça ne m'étonne pas, comment dire, une aussi belle plume, je pense que c'est Edgar. Non, mais alors, ça pose une question il y a une question qui est très, très intéressante dans la question d'Edgar. Il y a un aspect qui est très intéressant dans la question d'Edgar, c'est ce que moi j'appelle l'indicateur kebab. C'est-à-dire que c'est un rapport entre l'alimentation et l'urbanisme. Le kebab, dans beaucoup on va dire quartiers pour être dans beaucoup de quartiers populaires, voire très populaires, le kebab est le seul endroit où les jeunes peuvent sortir. Et la seule ressource à la fois culinaire et sociale au sein de tranches du territoire qui sont de véritables déserts culinaires, pas culturels, culinaires. Donc finalement, le kebab, il devient aussi un lieu de rassemblement pour des jeunes. Il devient aussi un lieu d'échange. Et si vous avez, alors malheureusement, je n'ai pas pu voir Les Misérables, mais si vous avez ensuite un tenancier qui a des positions assez tranchées, il peut très bien utiliser, ça c'est possible, son statut et comment dire, son amitié ou ses relations interpersonnelles avec les jeunes pour justement soit les convertir, soit comment dire promouvoir sa vision du monde et sa vision de la société, c'est possible. Mais n'oublions pas qu'en plus le kebab, ça j'en ai pas parlé, mais c'est intéressant, c'est que oui, c'est une ressource de certains quartiers, mais il est aussi devenu une référence culturelle. Alors, je suis très mauvais pour ça, c'est ce qu'on m'a dit, mais les références au kebab dans le rap, par exemple, sont très, très, très présentes. Je sais, alors, je suis désolé, j'écoute absolument pas de rap, donc c'est vraiment que des on-dit. Comment je sais que dans une chanson de Booba s'appelle Salade tomate oignon, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il est aussi devenu un symbole de ce qu'on appelle diplomatiquement les cultures urbaines, qui se retrouvent dans le monde du rap, qui se retrouvent dans le monde de certains journaux, qui se retrouvent parfois dans le monde du sport aussi. Bon, je sais que quelqu'un qui est dans la salle virtuelle connaît mieux ces questions-là de sport que moi, donc il est aussi devenu un symbole, alors pas un symbole politique, mais un symbole culturel en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que les symboles aussi évoluent. Et là, aujourd'hui, on le voit notamment dans dans la banlieue parisienne, le kebab il perd un petit peu de pouvoir au détriment du tacos, qui est devenu vraiment le plat en ce moment qui a le vent en poupe dans ces nouveaux symboles de cultures urbaines, quoi. C'était justement la question de Marie. Est-ce que la popularité du kebab souffre de l'expansion des tacos? Alors, c'est pas parce que vous mangez un kebab le lundi que vous ne pouvez pas manger un tacos le mardi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai qu'en ce moment, le tacos a le vent en poupe. Et alors, j'irais même plus loin, la crêpe a le vent en poupe. C'est quelque chose qui m'a étonné. Alors, quand je vous dis la crêpe, ne pensez pas à la crêpe avec la bigoudaine qui va vous la servir
vous la servir. Mais vous avez le développement de chaînes autour de la crêpe, alors des crêpes sucrées, des crêpes très esthétisées, très visuelles, ou alors au contraire salées mais avec énormément de garniture. On est sur le même positionnement que le tacos. Et c'est vrai, alors qu'on le veuille ou pas, mais c'est vrai que le kebab a de plus en plus, moi c'est un peu l'impression que j'en ai. D'ailleurs, j'avais trouvé un article de Combini, je pense que vous connaissez, ça vous dit vaguement quelque chose, Combini, qui titrait un article « Est-ce que le kebab n'est pas en train de lasser les jeunes ?» Donc c'est vrai, mais comment dire, c'est un petit peu comme la mode ou comme le prêt-à-porter, hein. Vous avez aussi des modes dans la gastronomie et dans la cuisine, et peut-être que le kebab aujourd'hui va être un petit peu délaissé par ses consommateurs traditionnels et va être au contraire adopté, comme je l'ai montré à travers l'exemple de Guy Musset par exemple, mais vous en avez d'autres, hein, par une clientèle peut-être plus classe moyenne, voire CSP+, c'est possible. Alors à propos de lasser, deux questions de Lucas qui a pris la conférence en route, des noms de chefs renommés en Turquie ou ailleurs dans le monde dont la spécialité reconnue est le kebab. Et donc, est-ce qu'il y aura des vrais chefs sur ce sujet-là? Et quel lien possible entre alimentation durable, modèle slow food et kebab street food? Oula, deux questions. La deuxième question, pas facile. Alors la première question des chefs qui réinterprètent le kebab. Oui, vous en avez. Alors moi, je pense notamment à Mehmet Göz, G-U-R-S, qui est le chef star en Turquie. Dans son restaurant Mikla d'Istanbul, un restaurant, si certains et certaines ont la chance d'aller à Istanbul, allez-y, hein, c'est absolument incroyable. Je pense aussi à Maksut Akçar, qui est pas très loin non plus, qui est aussi à Istanbul. Donc oui, vous avez des chefs. Après, comment dire? Là, il faudrait revenir même sur la structure, sur l'histoire de la cuisine turque. C'est-à-dire que ce qu'on appelle en français un bon kebabiste, ne fait que ça. Le modèle du chef qui touche un petit peu à tout, comme on a en Europe, est quelque chose qui n'existe pas en Turquie historiquement. C'est-à-dire que vous avez le spécialiste des soupes, vous avez le spécialiste des desserts, vous avez le spécialiste des kebabs, vous avez le spécialiste Donc vous avez, comment dire, un paysage culinaire et gastronomique très très segmenté. Alors ça, c'est un héritage simplement des structures de la cuisine du palais ottoman, du palais Topkapı, où vous aviez des spécialistes pour chaque type de plat. Et quelqu'un qui faisait des soupes, toute sa vie, il allait faire des soupes, et quelqu'un qui allait faire des kebabs, allait faire des kebabs toute sa vie. Donc ça, vous n'avez pas vraiment de star simplement kebab. Alors, je pourrais vous mentionner le fameux Nusret que certains et certaines connaissent sûrement, qui est devenu une star des réseaux sociaux, qui s'amuse parfois à faire des kebabs, mais véritablement, à ma connaissance, quelqu'un qui ne fait que des kebabs. Alors, vous avez le restaurant à Bursa, justement, qui s'appelle Iskender Efendi, oui, je crois, qui s'est spécialisé là-dedans, puisqu'il revendique la paternité du plat. Mais sinon, vraiment, le spécialiste du kebab, moi, j'en connais pas, à ma connaissance. Et alors, la deuxième question, alors là, elle est... j'aimerais en fait que, comment dire, Lucas qui l'a posé, aille un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il entend par ça? Je ne vois pas vraiment le rapport entre slow food et kebab. Ben justement, la question c'est, est-ce qu'il y en a un qui te semble évident? Alors, pas plus que dans d'autres, pas plus que dans d'autres plats, pas moins que dans d'autres plats. C'est-à-dire que le problème du kebab, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, beaucoup de maîtres kebabistes, en tout cas en Europe, sont un petit peu tombés dans ce secteur-là par hasard et n'avaient pas de savoir-faire particulier. Ce qui explique d'ailleurs que vous ne trouviez pas à Paris de vrais bons restaurants turcs. Vous avez des restaurants turcs qui sont de moyenne gamme, mais de vraiment bons restaurants turcs, vous n'en avez pas, tout simplement parce que c'est très difficile de trouver des chefs turcs de grande qualité. Ça, je ferme la parenthèse là-dessus. Ensuite, vous avez des essais, vous avez aussi des tentatives pour justement proposer des kebabs. Alors, je sais, vers Saint-Lazare, vous avez
le kebab gourmet, c'est un, comment dire, qui a été fondé par un entrepreneur qui d'ailleurs s'appelle Jules Schmitt, je crois, qui n'a rien à voir avec la Turquie ou avec la Grèce ou avec le bassin méditerranéen de près ou de loin, hormis qu'il était dans la marine marchande précédemment, mais qui fait un vrai effort pour tracer les produits, pour utiliser des produits de qualité, pour utiliser de la viande bio, etc. Donc, comment dire, parce que comme je vous le disais, parce que le kebab est, à mon avis, devenu un concept culinaire, finalement, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez derrière. C'est-à-dire qu'il a une telle capacité d'adaptation à la fois dans la recette, mais aussi dans les représentations que vous lui assignez, que finalement, vous pouvez très bien décider d'utiliser des produits bons, propres et justes, pour reprendre l'expression slow food et l'expression de Carlo Petrini. Rien ne vous empêche de faire un sandwich de qualité, respectueux de l'environnement, du bien-être animal ou autre. Et même, si vous voulez aller même plus loin, vous avez de plus en plus du kebab végétal qui arrive. Alors moi, ça me semble un peu étrange quand même. Je vous ai montré l'étymologie. Kebab, de fait, c'est grillé. Mais pourquoi pas? Je pense à un restaurant qui s'est monté à Paris, qui s'appelle Barak, B-A-R-A-K, ou C-K, je crois que c'est simplement K. Qui propose des kebabs végétariens, par exemple. Donc, vous pouvez tout à fait... oui, le kebab slow food n'est pas du tout, impensable. Alors, Capucine demande, vous parliez de 3 vagues d'immigration en France, à Paris en particulier. Est-ce que ouvrir un commerce de kebab est un moyen pour les néo-arrivants de s'intégrer et ou de réussir économiquement? Évidemment. J'en ai peut-être pas parlé assez, mais tout à fait. C'est-à-dire que vous avez véritablement des liens qui se sont, des chaînes, ce qu'on appelle des chaînes migratoires, qui se sont mises en place comme ça. C'est que vous aviez un primo-arrivant qui a ouvert un restaurant, qui ensuite a fait venir de sa région soit son fils, soit son cousin, soit un membre de sa famille proche ou élargi, soit un ami, soit autre. Et donc, ces restaurants peuvent être des sas d'intégration, c'est tout à fait possible. Moi, je me souviens, en revenant justement une fois d'Istanbul, l'avion avait du retard et j'avais discuté dans la queue avec un monsieur afghan qui était vendeur de kebab. Alors, je crois que je ne comprends pas, là, je dois avoir un truc, je dois avoir un sixième sens. Dès qu'il y a quelqu'un qui est lié de près ou de loin avec un kebab, il vient vers moi. Bon, donc ce qui était assez drôle, c'est qu'il était afghan. Alors, il m'avait raconté le parcours pour arriver en France. C'était vraiment tout ce qu'on peut voir dans les films, c'était ça au carré, si vous voulez, avec vraiment une vie incroyable, une trajectoire incroyable pour arriver en France. Et désormais, il était employé dans un kebab à Cahors. Alors, je sais que ça fait un peu étrange, un Afghan que j'ai rencontré à Istanbul qui travaille dans un kebab à Cahors, ça fait une géographie assez éclatée, mais qui justement était employé, qui avait eu son titre de séjour grâce à ça, et qui envisageait d'ailleurs dans un an ou deux il revenait de Kaboul où il s'était marié, il envisageait de faire venir sa femme, et que sa femme en fait soit employée, soit à la caisse, que lui prépare les sandwichs, et donc voilà, et puis au fur et à mesure, pourquoi pas, et puis ouvrir son propre restaurant. Donc oui, on est aussi, bien sûr, mais pas uniquement dans le cas du kebab, vous avez la même chose dans beaucoup de commerces ethniques, où on retrouve les mêmes dynamiques d'intégration, enfin d'installation, d'intégration, etc., voire d'assimilation à terme. Est-ce que le kebab est autant consommé par les immigrés turcs et personnes d'origine turque que par les autres, ou est-on dans la même situation qu'avec le sushi qui est bien plus consommé par les étrangers? Alors, moi j'ai l'impression qu'il est presque plus consommé par les Turcs hors de Turquie qu'en Turquie. C'est-à-dire que vous parlez avec des Turcs, ils vous diront, la plupart d'entre eux vous diront quand même que les kebabs en France sont bien meilleurs, ou en Europe ils sont bien meilleurs que les kebabs en Turquie, parce qu'il y a plus de viande. Et c'est vrai, et là encore, quand je parlais de culinarisation, vous avez aussi ces adaptations qui se mettent en place sur la taille des portions oui, bien sûr, les Turcs en mangent beaucoup, on mange pas plus ou pas moins que d'autres personnes, mais par contre, par rapport à d'autres plats, ce n'est pas un plat totem.
Ce que j'appelle de plat totem, c'est un plat qui est symbolique d'une appartenance à un groupe social, qui partage une origine commune, qui partage comment dire, un système de croyances commun. Pas du tout. Vous n'avez pas de... Enfin, dans mes recherches, j'ai pas eu du tout cette impression-là. Certes, ils peuvent en manger, mais il n'y a pas toute cette dimension symbolique du plat, comme peuvent l'être d'autres plats, par exemple, turcs, ce qui est tout à fait possible. Il y a beaucoup de questions en rapport avec le fait qu'il n'y ait pas de chaîne de kebab. Alors, quelqu'un dit qu'il y en avait une à Lille à une époque, Gur Kebab. Donc, comment vous expliquez cela alors que les tacos, par exemple, il y en a un et ça fonctionne mieux? Alors, ben, ça, c'est quand même assez, difficile à expliquer. Et je dois dire, je suis toujours en train de me poser la question, pourquoi est-ce qu'aucune chaîne n'arrive à se mettre dessus? Et je pense, l'une des raisons que je vois, c'est justement parce que le kebab, dans les représentations individuelles et collectives, est un plat vraiment du coin de la rue dans lequel, qui n'est pas un plat industrialisé. Alors, dans la réalité des pratiques, si les usines de fabrication, les procédés de distribution, l'approvisionnement de la viande, etc., tout ça, c'est industriel. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous, je ne pense pas, mais c'est à peu près normal, ont eu l'occasion de visiter une usine de fabrication des broches, par exemple. Tout est industrialisé, vraiment. Tout est mécanisé, tout est robotisé. Mais on a toujours, et moi je pense qu'une des explications, c'est celle-là, c'est que, je prends l'exemple par exemple de la chaîne que je mentionnais, Nabab Kebab, il proposait une ambiance des lieux qui n'avait aucune dimension symbolique. Le kebab n'était pas très bon, premièrement, il n'était pas très bon, et vous ne donniez absolument aucun récit à l'expérience culinaire. Donc je pense que le kebab, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même un lieu qui est signifiant. Et donc, dans ces enseignes, ils n'ont pas encore réussi, à mon avis, à donner du sens, si on peut dire, à leur offre. Moi, c'est une des raisons que je vois. Très bien. Et alors, une autre question, pourquoi voit-on aujourd'hui autant de propriétaires de kebab d'origine maghrébine? Alors ça, je l'ai compris il n'y a pas longtemps. Je l'ai compris il n'y a pas longtemps. À côté de chez moi, j'ai un ami qui tient un restaurant turc, originaire de l'Est de la Turquie. Et donc, il a, pendant 25 ans, travaillé. Il avait un restaurant de kebab. Bon, et puis, dans le fil de la discussion, je lui demande, mais pourquoi est-ce que tu t'as arrêté? Enfin, c'est quelque chose qui a toujours du monde, ça marche bien. Ah non, mais nous, il me répondait, ah non, mais nous, ça fait 25 ans qu'on est là-dedans, on a un peu envie de faire autre chose maintenant. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que vous avez eu une intégration de ces individus qui sont venus en France dans les années 70, 80, voire début des années 90, 25 ans derrière la broche, ça commence à suffire. Leurs enfants n'ont pas envie forcément de reprendre forcément les fonds de commerce. N'oublions pas non plus que c'est un travail fatigant. C'est un travail fatigant parce que en été, être devant la broche à 50, être dans un environnement qui est proche des 50 degrés, c'est fatigant. L'une des singularités du kebab, c'est aussi de faire des horaires à rallonge. Donc, tout le monde n'a pas envie de travailler jusqu'à minuit, minuit et demi, voire plus. Et donc, les nouvelles générations n'ont pas forcément envie de reprendre. Mais d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que, on me demandait en fait quels sont les bons kebabs et comment reconnaître un bon kebab. Alors, je vous dirais que tous les kebabs qui ont un nom à consonance américaine ou anglaise, n'y allez pas. Les superfood, les mondial food, des choses comme ça, ou alors les enseignes où vous avez kebab, burger, tacos, couscous, paella, pizza, etc. Vous évitez aussi, là, vous pouvez être sûr quand même. Vous êtes sûr que vous avez de l'industriel et pas de très grande qualité, donc vous évitez. Et je pense aussi, d'ailleurs, je reviens à mon idée sur le sens donné aux consommations. Je pense que, justement,
comment je pourrais dire, l'une des singularités qu'il y avait du kebab, d'être un espace signifiant, justement. Et d'ailleurs, un autre exemple, je vous avais parlé de toute la décoration à l'intérieur du magasin. Le titre aussi, le nom du restaurant, où vous avez Istanbul, Paris-Istanbul, Antalya, Bodrum, etc. Bah, si vous avez même des bases en géographie, vous avez quand même cette idée un petit peu comment dire, de l'ailleurs. Quand vous allez dans un restaurant qui s'appelle Superfood ou Mondial Food ou World Food, ça vous donne quand même pas très envie. Ça vous donne pas très envie. Mais c'est intéressant de voir qu'en fait la vague d'entrepreneurs turcs, au fur et à mesure, laisse la place à des entrepreneurs surtout d'origine maghrébine et beaucoup tunisienne, ce que j'ai pu comprendre, mais aussi comment dire, des entrepreneurs, alors je dirais français, je dis pas que les entrepreneurs d'origine maghrébine ne sont pas français, c'est pas ça, mais des gens qui, de près ou de loin, n'ont rien à voir historiquement, traditionnellement, culturellement avec le secteur du kebab, si vous voulez. Merci Pierre. Il y a plein de questions et beaucoup de remerciements pour cette conférence passionnante. Encore une question sur la notion de grec. Dans mon enfance, je pose la question. Dans mon enfance, on parlait plutôt de grec que de kebab. Est-ce lié aux différentes migrations évoquées tout à l'heure? Et encore une autre, aujourd'hui, c'est Ignacio qui parle. Certains restaurants se nomment kebab, mais d'autres se font connaître plutôt comme des grecs ou des shawarma. Cependant, vous avez fait remarquer que depuis un certain temps, les propriétaires de grecs ne sont plus grecs. Existe-t-il encore une différence aujourd'hui entre ces différents types de restaurants à kebab, à part le nom? Alors, le grec, je pense que c'est une sorte de mouvement d'inertie. Longtemps, en fait, ça s'est appelé grec parce que justement les propriétaires étaient grecs. C'est rentré dans le langage commun et au fur et à mesure, et jusqu'à aujourd'hui, même si vous n'avez plus désormais qu'un nombre très 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 réduit de restaurateurs grecs, bah, le nom est arrivé encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous avez aussi comment dire, vous avez des gyros que vous pouvez trouver dans des vrais restaurants grecs, mais c'est-à-dire que c'est un restaurant au sens restaurant du terme. Vous vous asseyez, vous avez un menu, vous choisissez, vous avez votre assiette de gyros qui va vous être servie. Donc ça, vous l'avez bien sûr, mais comment dire, des petites échoppes ou des petits restaurants. Alors depuis le début, d'ailleurs, ça c'est quelque chose d'intéressant, déjà de désigner ce type de lieu. Je vous ai dit restaurants jusqu'à présent, mais à mon sens, c'est pas vraiment des restaurants. C'est pas des restaurants comme on les entend en France. Est-ce qu'on peut parler d'échoppes? Est-ce qu'on peut parler de buffets? Est-ce qu'on peut parler... Et déjà, rien que ces restaurants, ils ont une singularité. J'ai dit restaurant, bon, rien que ces lieux ont une singularité particulière. Et donc, pour revenir sur le grec, non, je pense que c'est simplement un héritage de l'histoire, si vous voulez, des premiers entrepreneurs et des premiers restaurateurs qui ont apporté le sandwich en France, en tout cas. Alors, je pense que vous avez répondu à la question de Camille. J'imagine qu'au cours de vos recherches sur le sujet, vous avez été amené à côtoyer de nombreux mangeurs de kebab pour éclairer un débat entre mes camarades sur le sujet. Là, ça doit être votre classe qui a fait un débat. Pourriez-vous nous indiquer si le terme grec ou kebab était le plus employé de votre expérience? Alors ça c'est quelque chose. Alors moi je l'ai pas fait sur comment dire. J'ai abordé cette question, mais je l'ai pas abordé sous l'angle de comment vous le définissez. Je l'ai surtout abordé géographe un jour, géographe toujours malheureusement. Je l'ai uniquement abordé sous l'aspect pour vous d'où est originaire le kebab. Et alors c'est assez fascinant parce que vous avez la moitié qui vous dit de Turquie, vous avez 30% qui vous dit de Grèce. Et vous avez 20% qui vous dit d'Allemagne. Ah oui. Parce que vous savez que comment dire, l'Allemagne a été une étape très importante dans la diffusion du kebab vers l'Europe. Et c'est là, finalement, que c'est véritablement structuré un marché du kebab et un secteur du kebab. Les kebabs que vous voyez ici, si vous vous promenez le matin dans les rues vers 10h ou 9h30, 10h, quand vous avez les broches qui sont livrées au restaurant, vous pouvez être sûr qu'il y en a au moins la moitié qui a été produite en Allemagne ou en Hollande. Des broches surgelées. Donc je dirais, alors je sais pas parce que moi j'ai une sorte, vous l'avez compris dans ma présentation, j'ai une sorte de tropisme turc, de fait si je puis dire. Donc j'ai toujours tendance à dire kebab, mais c'est vrai que les gens de ma génération seraient plus
porté à dire grec. Alors après, les nouvelles générations, je ne sais pas comment vous en parlez. Je ne sais pas si ça c'est plutôt moi qui vous retourne la question. Comment est-ce que qui retourne la question à l'auditoire? Comment est-ce que vous désignez le plat? Alors, on va voir s'il y a une réponse. En attendant, les gens s'interrogent sur la qualité. Dominique demande quid de la qualité de la viande. Beaucoup de kebabs sont trop secs ou trop gras et impossible de savoir de quelle viande il s'agit. Et il demande s'il y a une prise de conscience parmi les restaurateurs. On a l'impression que la qualité baisse. Et puis, à Natacha, notre ancienne élève promo 88, qui dit un bon kebab, c'est celui qui prépare sa viande lui-même et qui n'achète pas les broches toutes faites surgelées fabriquées avec de la viande industrielle. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais le problème, c'est que, comme je vous disais précédemment, c'est que le savoir-faire, il n'y en a pas beaucoup au départ chez les restaurateurs. Ils s'improvisent un petit peu restaurateurs. Et d'ailleurs, comment dire, si certains ou certaines personnes qui écoutent là veulent entrer dans le domaine de la restauration, plutôt que de payer des milliers d'euros pour aller des dizaines de milliers d'euros pour aller pour participer au programme du Cordon Bleu ou d'autres écoles de cuisine. Moi, je vous invite à louer un local, à vous mettre en rapport avec un distributeur turc. Dans une semaine et demie, vous avez votre restaurant et vous pouvez vous déclarer cuisinier. Hein. Donc ça, c'est la première chose. Concernant la viande, alors ça, la composition de la viande, ça, c'est vraiment le serpent de mer. Alors, très souvent, il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas de viande de cheval. Il n'y a pas de viande de rat. Le cheval, c'est que dans les lasagnes de chez Findus. Non, plaisanterie mise à part. Alors, normalement, vous avez un mélange, la plupart du temps, c'est un mélange veau-dinde. Veau-dinde, alors pourquoi? Parce que le veau est une viande qui noircit quand elle cuit. Donc, c'est pas très, très, très ragoûtant d'en avoir. Vous avez parfois aussi, si vous allez en Turquie, si vous allez même en France certains, mais c'est plus rare, vous avez des kebabs à la viande de poulet, tout simple, qui sont d'ailleurs, alors là si je dois donner un conseil culinaire, si vous allez même en Turquie, ne prenez absolument jamais un kebab de poulet. Ça, c'est, oubliez tout de suite le kebab de poulet. Ça, c'est la première chose. Et sinon, vous avez aussi, des viandes. La plupart du temps, voilà, c'est veau d'Inde. Et sinon, vous avez des viandes inconnues. Alors, pour répondre à la question de tout à l'heure que tu as posée, c'était 50-50, une réponse grecque, une réponse kebab. Donc, ça ne nous avance pas énormément. D'accord. Ils feront une enquête ou un sondage sur Twitter et je pourrais en faire un ce soir et comme ça, j'aurai une réponse. Comment est-ce qu'ils le désignent? Est-ce que la gentrification et la culinarisation du kebab peut être vue comme la manifestation de l'homogénéisation culturelle représentative de la mondialisation selon vous? Oula, il y en a du concept là. En une phrase, il y en a 3 ou 4. Il y en a au moins 3. Ouais, mais non, oui. Alors, est-ce que vous pourriez la répéter est-ce que vous répétez la question? Je ne veux pas faire une mauvaise reprise des inconnus, mais c'est un peu ça. Répéter la question. Alors, il faut que je la retrouve. Alors, est-ce que la gentrification et la culinarisation du kebab sont l'expression des dynamiques de mondialisation, si je comprends bien? Oui, en gros, c'est ça, ouais. Oui, oui, tout à fait. C'est ce que j'espère avoir expliqué dans ma présentation. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, cette question de la montée en gamme. Alors, si on était si on utilise un vocabulaire emprunté au marketing, cette premiumisation, si vous voulez, du plat, on la remarque avec d'autres plats, hein, je pense. Alors vous avez la pizza, bien entendu, qui de toute façon se marie absolument avec tout. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Là, j'ai pas d'exemple comme ça qui me viennent. Mais oui, tout à fait. C'est une des expressions parmi d'autres, tout à fait de ça, oui. Parfait. Bon, Pierre, merci beaucoup parce que vous avez été bombardé de questions. Et il y a votre étudiant Edgar qui rajoute au début de votre exposé, vous soulignez le désordre des diverses appellations du kebab. Je tiens juste à vous signaler l'existence de l'appellation kégré, qui est donc passée à la moulinette du verlan. Le kégré, d'accord, ok. C'est possible, je n'en doute pas. De toute façon, ce matin, ils m'ont fait un tel cours sur les mangas que je dois dire que je me suis senti un petit peu vieux. Donc là, le kégré, je ne peux que souscrire à ce que me dit Edgar.
Et alors, la toute dernière question, c'est Ignacio qui demande quel changement peut-on envisager pour le kebab de la préparation à la consommation en cette période de pandémie? Alors, en cette période de pandémie, je ne sais pas. Alors, moi, ce qui m'a quand même, je pense plus précisément, je suis désolé, je ne vais pas totalement répondre à la question parce que je pense que la pandémie, finalement, je pensais que ça allait changer beaucoup de choses sur les pratiques alimentaires et pas vraiment, hormis que vous avez le recours de plus en plus fréquent au click and collect, à la commande en ligne, au service de livraison à domicile. Moi, je pense que là où le kebab devrait véritablement faire un effort, enfin les restaurateurs impliqués dans le secteur, c'est justement sur l'origine et la qualité des produits. C'est-à-dire que même quand je vais dans certains des restaurants que je vous ai montrés, ce qui est mis en avant, c'est la beauté du plat, c'est le tour de main du maître kebabiste ou du maître kebabier, mais pas véritablement l'origine des plats. Donc moi, j'attends d'avoir un kebab avec de la viande 100% charolaise, avec comment dire, des frites faites à la main originaires de Picardie et quoi d'autre, et un djadjuk avec du yaourt fait dans la plaine de Versailles. Et ça, je pense que là, je peux donner là, c'est un conseil si certains se sentent, ils veulent se lancer, qui n'hésitent pas. Moi, je pense que faire un travail sur la traçabilité des produits, ça peut être vraiment une orientation à prendre. Par contre, et c'est un petit peu là où je pense certains sont encore assez frileux pour le faire, c'est que de fait, si vous prenez des produits plus chers, le prix va augmenter. Et l'une des forces du kebab, c'est justement d'être un plat assez peu cher et qui rassasie énormément. Donc après, bon voilà, je suis pas, comment dire, on est à la Bidérie, on n'est pas en école de commerce, donc c'est pas moi qui vais vous faire et c'est pas vous qui allez faire un business model, mais toujours est-il, je pense que ça c'est une piste de réflexion qui pourrait être à creuser. Merci beaucoup, Pierre. Merci pour cette conférence. Merci pour votre invitation. Qui changeait beaucoup de nos sujets habituels. C'était très intéressant. Ah ben, j'en suis ravi. Et puis, ben, si certaines personnes ont envie de prolonger le débat, qu'ils n'hésitent pas à m'écrire sur mon adresse pierre.raffard@réseau-cd.net. Je serais ravi de partager mes. Et on peut vous suivre sur Twitter. Et puis aussi, ouais, pour ceux que ça intéresse, Pierre Raffard donne un cours du soir en géopolitique de l'alimentation qui est en cours actuellement et il en donne un autre entre mi-décembre et mi-janvier. Voilà. On ne parle pas beaucoup de kebab, presque pas. D'accord. Merci Pierre, merci beaucoup et à bientôt à l'INRI. Merci à vous et merci à toutes celles et ceux qui ont écouté, qui ont participé.